très honoré d'ouvrir ces journées des JNA à Rennes. Le thème choisi, c'est un autre regard sur la SLA. Ça sera, je pense, surtout illustré demain matin lors de la conférence plénière par Anne Fénoy, qui abordera les idées reçues sur la pathologie et avec une approche plus philosophique de la médecine. Je voulais, en guise d'introduction, évidemment remercier le comité de la filière qui travaille avec moi, sans quoi ces journées ne pourraient pas être réalisées. Et puis, évidemment, Pulse Event qui a répondu à toutes vos interrogations et qui a mis en place toute la logistique pour que ces journées se passent le mieux possible. On remercie également les sponsors. Alors, on a des sponsors fidèles que sont les laboratoires EFIC, Zambon et puis Biogène. Et puis, il y a Air de Bretagne qui est une association plus évidemment locale. Je ne sais pas s'ils ont un rayonnement après extra-régional. Et puis SOS Oxygène. En tout cas, merci à eux de partager, de nous aider pour ce programme des JNA. Sur le plan pratique, du fait d'impératifs, on a un peu modifié la présentation classique et du coup, je vous ferai le rapport d'activité de la filière sur les années passées demain matin. Et du coup, à 13h30, on abordera une session plénière sur la génétique, coordonnée par les laboratoires de biologie moléculaire. Et l'idée, c'est de voir si on a un consensus national ou au minimum en tous les cas, qui nous permettent de dire comment on est organisé au niveau de la place de la génétique dans la pathologie. Alors, je ne vais pas m'attarder, je vais introduire le professeur Paul Solo. On est vraiment très heureux qu'il nous accueille dans sa ville superbe et en plus dans ce lieu unique et magnifique, qui est le couvent des Jacobins. Paul Solo est PUPH à Rennes et il est responsable du centre SLA de Rennes. Et puis, on aura également une introduction de Madame Anne Prestel, qui est coordinatrice régionale de la plateforme d'expertise maladies rares Bretagne, qui viendra exposer évidemment les actions de cette plateforme au niveau régional. Et puis, 15 minutes après, on aura le plaisir toujours renouvelé de l'intervention de la DGOS et Vincent Vauchel, qui est chef adjoint du pôle recherche et innovation, donc qui a une grosse fonction et qui continue encore à aider dans la fonction pour les maladies rares, qui viendra nous donner quelques informations émanant du ministère. Voilà. Bonne journée au JNA. Après la conférence plénière, la session plénière, évidemment, on ira tous dans les ateliers professionnels puis interprofessionnels. Voilà. Bon JNA à tous. Merci Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Avant tout, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos hôtes français qui ont passé la frontière des Marches de Bretagne et j'espère que tout s'est bien passé pour eux. Vous voici donc sur le sol breton. Pas d'inquiétude à avoir, les règles de vie sont assez similaires à ce que vous connaissez en France. Quelques conseils peut-être pour vous aider à passer un bon séjour. Évitez de critiquer les Bretons en public, ils sont assez susceptibles. Méfiez-vous tout particulièrement des petits teigneux à longue moustache, ce sont les pires. S'il pleut, dites que cela est rafraîchissant et que ça fait du bien à l'agriculture et que finalement on a beaucoup de chance en Bretagne. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'été ici, il fait bien 30 degrés.
15 en juillet, 15 en août. Alors ne demandez pas à un jeune breton, ça fait combien de temps qu'il pleut? Il pourrait vous répondre, je ne sais pas monsieur, j'ai que 15 ans. Si on vous propose d'aller prendre un verre ce soir à 19h, restez courtois et souriant, reculez lentement en évitant les gestes brusques, ne tournez pas le dos à votre interlocuteur et déclinez gentiment l'invitation en prétextant un mal de tête par exemple. Un verre à 19h, ça s'appelle un traquenard. Ça finit tôt le matin avec une galette saucisse sur la place des Lys. Et ça, c'est pas bon pour assister au congrès. Amis parisiens, évitez de trop insister sur vos origines. Restez assez évasif, déclarez avec force que vous avez des origines bretonnes, même lointaines. C'est mieux ainsi. Pour le reste, ça devrait bien se passer, rassurez-vous, si vous retenez un point majeur. Ici en Bretagne, les croyances et les superstitions ont la vie dure, et qu'elles soient fondées historiquement ou non, dites-vous que le breton a toujours raison. On va prendre quelques exemples. Si un breton vous affirme que le drapeau breton représente l'emblème de la Bretagne depuis toujours, dites-lui qu'il a raison. Vous savez que les Bretons ont une forte proportion à s'installer partout dans le monde pour y fonder des crêperies et qu'ils agitent des drapeaux noirs et blancs à chaque manifestation, chaque match, chaque concert. En Amérique, une telle prolifération de drapeaux aux grands événements a même fait croire à certains qu'il s'agissait d'un drapeau européen. En réalité, le premier Gwenadu, c'est le nom du drapeau noir et blanc de Bretagne, a seulement été créé dans les années 20 et il n'est devenu populaire en Bretagne que dans les années 70. Il est largement utilisé pour représenter la Bretagne sur le plan historique, sur le plan géographique, culturel, y compris par l'administration. Il n'a pourtant aucun statut officiel en Bretagne ou en France, et il n'existe aucun texte réglementant son utilisation. Pourtant, la majorité des instances administratives l'utilisent et encouragent l'usage du Gwenadu. Pour l'anecdote, le drapeau breton est largement inspiré de celui des États-Unis, dont la première version fut adoptée en 1777 à Philadelphie. Si un breton vous affirme qu'Anne de Bretagne s'est fiancée au roi de France, ici même au couvent des Jacobins, dites-lui qu'il a raison. Car effectivement, les fiançailles d'Anne de Bretagne et de Charles VIII ont bien eu lieu ici en 1491. Anne de Bretagne est née en 1477 à Nantes. Mais tout le monde sait que Nantes est en Bretagne, surtout à l'époque du duché de Bretagne. Et Anne de Bretagne devient duchesse à la mort de son père, François II, duc de Bretagne, puis reine de France une première fois en 1491 en se mariant à Charles VIII et une deuxième fois en 1499 en se mariant à Louis XII. Rappelez-vous de vos cours d'histoire, Charles VIII, c'est le roi qui est mort à la suite d'un choc sur la tête contre le linteau d'une porte du château d'Amboise. Bretagne 1, France 1 partout. Curiosité des conquêtes historiques, Anne de Bretagne devient reine de Naples et de Jérusalem après la conquête de Naples par Charles VIII. Alors, il y a plusieurs représentations populaires autour d'Anne de Bretagne, celle d'une femme contrainte à un mariage forcé avec Charles VIII, celle d'une duchesse bretonne attachée à l'indépendance de son duché face à l'appétit des Français, ou celle d'une reine symbole de l'union et de la paix entre la Bretagne et la France. Lors de ces deux mariages, elle eut entre 13 et 14 grossesses, malheureusement suivies de nombreuses fausses couches et de plusieurs enfants morts en bas âge. Mais une de ses filles, Claude de France, fille de Louis XII, devient reine de France en 1515, lorsque son époux devient roi sous le nom de François Ier. Si un Breton vous affirme que la place Sainte-Anne, juste à côté, doit son nom à Anne de Bretagne, dites-lui qu'il a raison. Certes, Anne de Bretagne est une figure majeure de l'histoire de Bretagne, mais n'est pas encore canonisée. On y travaille. L'origine du nom Sainte-Anne reste incertaine, mais viendrait plutôt d'un ancien hôpital, Sainte-Anne, édifié à proximité au XIVe siècle. Cette place est située au nord du cœur historique de la ville. Elle est bordée par le couvent des Jacobins, actuel centre de congrès de Rennes, depuis 2018, et de l'église Saint-Aubin, édifiée au XXe siècle, en remplacement d'un édifice religieux qui existait déjà au XIIe siècle. La place était urbanisée depuis l'Antiquité gallo-romaine, au 1er, 2e siècle, sur le site de la ville qu'on appelait Condate. Pour ceux qui lisent Astérix, vous trouverez les références. Au Moyen-Âge, l'emplacement était hors de la ville, au nord des murs des remparts de Rennes, et c'était un lieu habité accueillant un faubourg. Si un Breton vous affirme que c'est grâce à Anne de Bretagne que les 4 voies sont gratuites en Bretagne, dites-lui qu'il a raison. En réalité, dans son contrat de mariage avec le roi de France, Anne de Bretagne avait négocié le maintien d'un certain nombre de privilèges, notamment fiscaux, pour la province, mais rien n'était dit sur les péages routiers. Le fait que la Bretagne dispose d'un réseau gratuit de 4 voies est un héritage plus récent,
qui date en fait de l'année 69, lorsque le général de Gaulle annonce le lancement d'un plan routier breton destiné à désenclaver la Bretagne à la traîne sur le plan du développement économique. Et si le Breton a obtenu ses routes sans péage, c'est grâce avant tout au lobbying intense mené par des élus de tous bords, à une époque où la Bretagne bouillonnait de colère, que ce soit celle des paysans, les paysans bretons, ou celle des activistes du Front de libération de la Bretagne. Si un Breton vous affirme que le beurre salé est le meilleur, dites-lui qu'il a raison. Et pour le coup, cette particularité bretonne est encore liée à une histoire de privilège breton. Le beurre salé n'est pas une invention bretonne. Le sel était le moyen le plus efficace pour conserver les aliments, partout, en Bretagne comme ailleurs, à une époque où il n'existait pas de réfrigérateur ou de chambre froide. Produit stratégique, le sel a fait l'objet d'un monopole géré par l'État royal depuis le XIVe siècle jusqu'à la Révolution, avec l'instauration d'une taxe royale sur le sel, la gabelle. Elle a été introduite initialement pour subventionner la guerre de 100 ans. Puis après, il y a eu d'autres guerres, donc on l'a gardée. Après l'instauration de la gabelle, le salage est devenu trop cher. Il a été abandonné par les paysans qui se sont rabattus sur le beurre doux, sauf en France, sauf en Bretagne. Sauf dans le duché de Bretagne, puisqu'on avait un privilège d'exemptation de la taxe sur le sel, d'où le beurre salé en Bretagne. Et comment dit-on beurre en breton? Aman, qu'on retrouve dans le fameux Quing Aman. Quing signifie gâteau. Et c'est un gâteau qui fait la fierté de la ville de Douarnenez, dans le Finistère. Enfin, et je terminerai avec ça, si un breton vous affirme que le Brescola, le whisky breton, la bière bretonne sont les meilleurs, dites-lui qu'il a raison. En réalité, il a raison, et ce n'est même pas un sujet de discussion. Bon, je vais arrêter de vous parler de Bretagne, d'Anne de Bretagne, de la place Sainte-Anne, et finir par une brève présentation de notre centre SLA, avec quelques particularités bretonnes cependant. Alors, en fait, le centre SLA existe depuis 2016, avec une organisation particulière qui est reposée sur 3 centres, le CHU de Brest, de Rennes et le CH de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Le CH de Saint-Brieuc représente officiellement le centre de coordination de cette entité à 3 têtes. Et puis après l'arrêt de cette activité de coordination par Saint-Brieuc, les 2 centres de Brest et Rennes ont été labellisés en décembre 2023 comme CRC indépendants. Ce qui fait qu'en fait, on est officiellement CRC depuis 2023, alors que le fonctionnement, l'activité existait déjà depuis 2016. On a une file active d'une centaine de patients environ. On a une particularité encore, c'est de travailler en étroite collaboration avec des médecins extérieurs au CHU. Une neurologue libérale, qui est présente ici, des médecins de MPRA, des médecins nutritionnistes issus des centres privés à but non lucratif du pôle Saint-Hélier et de la clinique Saint-Yves. Une étroite collaboration extrêmement efficace dont on est très très fiers. L'activité est centrée sur une séance hebdomadaire, des consultations spécialisées, gérées par l'unité des explorations fonctionnelles neurologiques pour la partie neuro, les services de pneumo, les services de MPRA de Saint-Hélier et du CHU, et la clinique Saint-Yves pour la partie nutrition et gastrostomie. Les CMD sont hébergés à l'hôpital de jour de pneumologie, et là, il faut remercier un grand monsieur qui nous a beaucoup aidé, c'est le professeur Desrues, chef de pneumologie. Malheureusement, ces locaux deviennent trop étroits par rapport à la file active qui ne cesse d'augmenter, ce qui limite considérablement notre capacité à suivre correctement les patients et des délais qui s'allongent et qui nous posent un vrai souci. Pour finir, je voudrais mentionner notre équipe, extrêmement sympathique et dynamique, que je souhaiterais féliciter devant vous pour leur motivation et leur implication irréprochable. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite encore la bienvenue à Rennes, dans ce magnifique centre de congrès du couvent des Jacobins. Et Anne Prestel qui va vous parler de la plateforme Maladies rares de Bretagne. Bonjour à toutes et tous. Donc, Anne Prestel, donc, je suis la coordinatrice régionale de la plateforme d'expertise Maladies rares de Bretagne. Et donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte national pour essayer de vous faire comprendre un petit peu comment ces dispositifs se sont créés. Ah, c'est là. Merci. D'accord.
Du coup, donc oui, on n'est pas une seule plateforme en Bretagne. Il y a aujourd'hui 23 plateformes d'expertise maladies rares qui existent depuis 2020, qui ont été labellisées dans le cadre du PNR3, pardon. Donc nous, en Bretagne, on a été labellisés dès 2020. Et donc, il y a aussi également 4 plateformes de coordination qui existent en Outre-mer. Ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité des plateformes. Je ne vais pas vous expliquer, mais voilà. Ce que je vais vous présenter pour la plateforme Bretagne ne reflète pas exactement le fonctionnement de toutes les plateformes en France, mais en tout cas, peut-être que M. Vauchel en parlera tout à l'heure, il y a des réflexions qui sont en cours pour faire en sorte que ça soit un peu plus homogène. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu des plateformes d'expertise qui ont été créées ? L'idée, c'était dans ce cadre de PNMR3, c'était d'améliorer le parcours de soins et de vie des personnes malades et de leurs proches, parce qu'on voyait qu'il y avait, si je puis dire, des trous dans la raquette. Et puis, il y avait aussi la problématique des filières de santé et maladies rares, dont la filière Filstan, qui était d'avoir une meilleure visibilité sur le terrain et au niveau de la prise en charge locale. Et puis aussi, on voyait bien que les centres de référence maladies rares peinaient un petit peu pour avancer sur un ensemble de choses. Et donc, il a été proposé en 2019 le premier appel à projet pour labelliser des plateformes. Et donc, les plateformes, la plateforme Bretagne a été labellisée dès 2019. Et donc, les plateformes ont tout à fait leur place dans le PNMR4, mais je ne vais pas vous enlever, Vincent, tout ce que vous aurez peut-être à dire. Voilà. Donc en Bretagne, on est un petit territoire, donc on a aussi beaucoup de chance en Bretagne, c'est que, sans prétention de notre part, c'est qu'on a un réseau qui est extrêmement existant avant même l'existence des plateformes, et on a beaucoup l'habitude de travailler en réseau. On est la région de France qui a le plus d'associations, donc ça facilite grandement les choses. Et moi, je dirais qu'au niveau de la plateforme Bretagne, on avait un terreau extrêmement fertile qui nous a permis de mettre en place cette plateforme. Donc très rapidement, on a à peu près 118 centres de compétences, 15 centres de référence, 8 CRC, dont 2 centres SLA, répartis donc à peu près sur 9 établissements, mais avec une grande prépondérance, sans surprise, sur les 2 CHU. Et donc nous, on a une équipe qui s'est constituée donc en 2020. C'est toujours la même équipe. Alors certains connaissent certainement nos coordinatrices médicales, qui sont donc la professeure Sylvie Audan, qui est généticienne au CHU de Rennes et qui a beaucoup œuvré pour les maladies rares, et Sylviane Pedonnier au CHU de Brest, qui est la coordinatrice médicale. Très rapidement, sur les autres personnes, on a la chargée de parcours génomique, qui accompagne les médecins prescripteurs sur la réalisation de génomes. On a une chargée de partenariat qui fait le lien avec les associations. Ça, c'est une des priorités, c'est le lien avec les associations de personnes malades. Donc moi qui suis la coordinatrice. Et notre particularité, qui n'est pas vraiment présente sur toutes les plateformes, c'est qu'on a une équipe dédiée, assistante de service social et infirmiers, pour l'accompagnement des personnes en rupture de parcours. Notre public, c'est tout public, que ce soit les personnes malades, les proches ou les professionnels, y compris les professionnels de l'éducation nationale sur des problématiques de maladies rares ou d'errants diagnostiques. Donc voilà, on a une ambition, c'est de promouvoir les expertises régionales, c'est-à-dire qu'on ne fait pas à la place d'eux, on va chercher les ressources et si elles n'existent pas, on cherche des solutions. Donc ça nous arrive effectivement de travailler avec les filières de santé maladies rares ou d'aller chercher les associations parce qu'ils savent faire certaines choses bien mieux que certains professionnels. Faire du lien avec les professionnels, ça je l'ai dit, et puis donc on accompagne, donc on a un binôme référent qui accompagne les personnes malades. Ça c'est notre rapport d'activité depuis 3 ans. Alors on est un jeune dispositif, et on est un jeune dispositif sur un terrain assez mouvant, parce que beaucoup de dispositifs transversaux tels que la plateforme se créent sur nos territoires, notamment pour accompagner les plateformes. Donc on ne va pas lister, mais ça fait une problématique de repérage qui peut parfois sembler assez complexe. Voilà, donc juste, vous voyez qu'on a accompagné, nous, 168 personnes en rupture de parcours sur l'année 2023, et il y a eu par ailleurs donc 256 génomes qui ont pu être prescrits grâce à notre chargé de parcours génomique, et on répond aux demandes des professionnels. Sur la campagne de labellisation notamment, il y a eu un gros travail qui a été demandé.
Donc notre dynamique régionale, hein, c'est ce binôme infirmier-assistant de service social pour accompagner les personnes en rupture. Donc quand on dit accompagner, c'est des entretiens en binôme avec l'infirmière et l'assistant de service social pour recevoir les personnes, de les écouter et d'essayer de trouver des solutions. Pour le CRC, pour les personnes ayant une ESLA, on fait une orientation directe vers le centre SLA quand on a des personnes qui nous amènent, mais il arrive qu'on ait des personnes qui n'aient pas forcément de centre de ressources et de compétences. Donc voilà. Donc les deux coordinatrices médicales qui sont extrêmement complémentaires sur des prises en charge de situation. Donc moi, la chef de projet, hein, c'est mon titre, c'est mon autre titre, je suis au service des centres de référence pour les accompagner sur un ensemble de questions, que ce soit dans la transversalité, sur des indicateurs ou autres. Et donc la chargée de partenariat dont je vous ai parlé. Et donc pour le parcours génomique, nous aurons la chance d'avoir un mi-temps de chargée de parcours génomique sur Brest qui arrivera là dès le 1er juillet. Voilà, c'est assez rapide, mais en tout cas, on est à votre disposition en Bretagne, y compris des personnes qui pourraient nous contacter d'une autre région pour nous adresser des personnes. Ça nous arrive. Voilà. J'en ai terminé, je ne sais pas si...